بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين ونهتدي والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق والمرسلين أثره نقتفي وبه نقتدي أما بعد. Mesdames et messieurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Le thème d'aujourd'hui est le marketing olfactif. Alors, c'est quoi le marketing olfactif? Avant de le définir, on va parler en fait de certaines entreprises qui ont recours à ce genre ou à ce type de marketing. Le but, c'est de créer en fait des sensations et des émotions et des mémoires positives. Cela dit, donc on utilise et on exploite en fait les sens humains pour mettre en place un contrat émotionnel avec le client. Dans ce contexte et dans le contexte en fait du marketing olfactif, nous exploitons l'odorat comme sens parmi les autres 5 sens. En fait, c'est une science moderne qui utilise en fait les parfums et les arômes spécifiques au niveau de l'environnement de l'entreprise. C'est-à-dire, en fait, on ne peut pas utiliser en fait, n'importe quel parfum ou arôme. Tout dépend en fait, de la philosophie et du système de valeur de l'entreprise et aussi bien évidemment en fait, de ses produits. Le thème, on pourrait parler en fait, carrément de thème. Donc là en fait et comment en fait est-ce qu'elle fait ça en fait l'entreprise. Donc la manière est simple en fait par l'odorat en fait on essaie en fait d'arroser en fait les émotions et influencer en fait, les comportements des visiteurs et clients et aussi bien l'humeur enfin, des employés. Parce qu'en fait, les employés, en fait, c'est une boucle parmi d'autres en fait, au niveau de la chaîne. Il ne faudrait pas en fait, la négliger. Ce sont eux en fait, qui se mettent face à la clientèle, aux visiteurs, donc ils doivent faire bonne impression. Alors, l'objectif, comme je l'ai dit, en fait, c'est de créer en fait, une mémoire olfactive et la joindre à la mémoire visuelle. Donc, on exploite l'odorat dans ce sens. Et en fait, nous avons 3 processus. Alors, nous avons un processus olfactif et un processus émotionnel. Et le troisième, c'est le processus mémoratif ou mental. Donc, au niveau du processus olfactif, donc, comme je l'ai dit, en fait, donc, on diffuse en fait, des parfums et des arômes pour exciter en fait, le sens de l'odorat chez le client ou le visiteur, de façon à ce qu'il apprécie en fait cette belle odeur. Et quand il va apprécier, donc là on va passer en fait au deuxième process qui est le processus émotionnel. Donc là il va éprouver donc un sentiment agréable et cela en fait va marquer en fait son cerveau de façon à ce qu'il va mémoriser en fait cette expérience. Et là on parle en fait du troisième processus qui est le processus mémoratif et mental. Donc tout simplement, c'est comme si, par exemple, cela dit, en fait, on fait ça pour mettre en place un contrat émotionnel avec le client. On tisse un lien. C'est comme si on est en train de tisser ou de mettre en place un lien émotionnel donc avec le client. Donc dès qu'il sent en fait cette odeur ou cet arôme, ce parfum, il nous reconnaît en fait. C'est comme si on est en train de le marquer et puis en fait on est en train de lui inculquer ce qu'on appelle une identité olfactive, si vous permettez cette expression bien sûr. Alors chaque entreprise bien sûr nécessite un arôme différent et adéquat à ses établissements et aussi à la philosophie et aux valeurs du produit lui-même. Passons un autre axe qui est relatif aux avantages du marketing olfactif. Alors, il y en a pratiquement 7 avantages qu'on pourrait on pourrait en parler. Le premier, en fait, c'est créer une expérience positive. Donc, grâce à quoi? Grâce à un parfum ou un arôme agréable. Donc, on va réduire en fait le stress chez le client et on va stimuler en fait sa mémoire. Alors, deuxième avantage, c'est gagner en fidélité des clients, c'est-à-dire les fidéliser, de façon à réveiller une bonne mémoire shopping en intensifiant le souvenir de l'expérience positive, donc ce qu'on appelle la mémoire positive. Troisième avantage, c'est l'image de marque. Alors l'image de marque, donc on se démarque de la concurrence en construisant une image de marque personnalisée grâce au marketing olfactif
Bien sûr, en fait, cette image, elle sera non seulement basée sur le visuel, mais aussi sur l'odorat. Pardon. Donc l'odorat, en fait, là, il va jouer en fait un rôle déterminant au niveau de cette mémoire. Quatrième avantage, c'est en fait augmenter les intentions d'achat. Imaginez par exemple que vous réduisez en fait le stress chez votre client, donc il va rester longtemps. Et s'il reste longtemps, tout simplement, il y aura plus de chances qu'il va acheter, qu'il va passer à l'acte de l'achat. Et c'est ça l'objectif. Et je ne dirais pas la bataille, mais bon, c'est l'objectif en fait d'entreprise. Acheter, acheter, acheter. Cinquième avantage, c'est en fait attirer le client à vos magasins et le séduire. Donc là, il y a ce qu'on appelle l'effet de séduction. Et cet objectif, en fait, ou plutôt cet avantage, on le travaille donc à moyen et à long terme. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Donc il faudrait que ça soit un travail intense au niveau, en fait, au niveau de votre entreprise et au niveau des établissements. Ça veut dire qu'il doit y avoir une permanence et une persévérance au niveau, en fait, du marketing olfactif de façon à mettre en place tout le temps, chaque fois. Donc être en veille en ce qui concerne, en fait, l'odorat. Alors, sixième avantage, c'est changer les comportements. Parce que si vous arrivez donc à changer les comportements, là, en fait, vous allez en fait gagner en termes comme je l'ai dit, en termes d'intention d'achat. Donc, même si, par exemple, je passe devant un magasin, je n'ai pas envie d'acheter, mais malgré ça, dès que je ressens une agréable odeur, donc ça me renvoie par exemple en vacances, à quelque chose. Enfin, donc, et je reconnais en fait l'identité, en fait, je reconnais en fait telle ou telle entreprise, tel ou tel produit. Et ça se passe avec les enfants, même les adultes, enfin tout le monde. Sans que vous vous rendiez compte, vous êtes de passage sur le trottoir et puis vous sentez l'odeur, puis vous êtes guidé. C'est comme si c'est comme si vous étiez en fait téléguidé. Vous rendez même pas compte et puis vous pénétrez au niveau du magasin. Hop, et puis comme ça en fait c'est un travail bien ficelé et bien réfléchi. Alors le septième avantage, c'est la neutralisation des mauvaises odeurs. Et c'est une pratique qui a été suivie par besoin. Et c'est grâce à ça qu'on a découvert en fait l'importance du marketing olfactif au début des années, des années 10, du XXe siècle, c'est-à-dire des 1900, parce qu'en fait, il y avait les cafés, les bars, les restaurants et tout ça. Et tout le monde, en fait, et à l'époque, les cigarettes étaient assez fortes. Donc, comme il y avait en fait une odeur en fait désagréable, les hôtels et les cafés donc diffusaient en fait des parfums agréables comme ça pour que les non-fumeurs ou ceux qui ne supportent pas en fait la cigarette puissent rester et puis se divertir ou manger ou consommer au niveau en fait des restaurants et des cafés. Donc c'est la naissance en fait vient à partir à partir des hôtels et des cafés. Jusqu'à présent, c'est une politique qui est suivie et qui donne fruit. Donc, on va passer en fait à certaines success stories, comme on dit donc en anglais. Certaines entreprises en fait qui ont suivi, qui ont pratiqué en fait le marketing olfactif et ça a donné fruit. Bien sûr, en termes de chiffre d'affaires. Donc en fait, je me rappelle en fait du producteur du pain français en France, bien sûr, à Harris. Harris, qui ont le pain au lait et puis le pain précuit. Disney aussi, aux États-Unis d'Amérique, ils diffusent en fait d'agréables parfums et arômes au niveau de leur parc. Des odeurs qui sont liées, par exemple, à l'odeur des cookies, des trucs comme ça, café, et ça attire en fait les gens et puis ça les pousse à rester pour apprécier leur temps. Troisième entreprise, c'est celle de Dunkin' Donuts aussi. Et Dunkin' Donuts, et même ça a augmenté en fait leur chiffre d'affaires, même au niveau en fait de certains pays, parce qu'en fait il y a ils diffusent en fait des parfums et des arômes, c'est du café, c'est du beignet, tout ça, qui est succulent, tout ça, et ça pousse les gens déjà à en avoir envie avant de se mettre à table.
Donc, comme je l'ai dit, en fait, changer de comportement, même si vous n'avez pas besoin enfin, du produit, mais l'envie, vous la ressentez. Et puis, quand il y a l'envie, là, vous n'êtes plus maître à bord. Donc, enfin, je parle enfin, de la plupart des gens. Donc, ils doivent en fait y adhérer et puis ils vont consommer, tout simplement. En fait, moi, je suis contre le fait de citer en fait des marques comme ça pour ne pas dire que je suis avec telle ou contre telle marque. Non, mais là, en fait, le thème enfin, que j'ai abordé en fait m'impose cela comme ça pour pouvoir réfléchir en fait sur le concept enfin, du marketing olfactif. Alors, je crois en fait que mon intervention touche à sa fin. La prochaine fois, Inch'Allah, je vais traiter en fait les techniques de négociation, mais sauf que jusqu'à présent, en fait, je suis en train de réfléchir comment traiter ce thème parce que il est trop technique, mais en même temps, il y a la sphère culturelle à prendre en compte. Parce que c'est vrai, au niveau des affaires, donc on parle anglais, on traite avec les étrangers, enfin qu'ils soient chinois, américains, danois, asiatiques, africains, européens, arabes, enfin peu importe. Mais on traite avec eux, enfin les gens, enfin, les Arabes, bon, on va traiter avec eux en anglais, parfois même en arabe, c'est parce que parfois on a, enfin au niveau, enfin, au niveau on fait des affaires, il y a des mots techniques qui sont en anglais, donc ce qui fait la moitié de la discussion est engagée donc en anglais arabe par exemple, avec nos partenaires en Moyen-Orient. Mais avec les Chinois ou avec les autres, c'est l'anglais en fait, maître à bord. Il y a l'exception française, bien sûr, parce qu'en fait, nous, on fait partie en fait de la francophonie, donc on traite avec les Français et les Belges en français. Bref, donc il y a d'autres sphères, il y a d'autres choses en fait, qui sont relatives donc, à la sphère culturelle. Non seulement le langage, mais il y a aussi en fait la culture. La culture, c'est-à-dire en fait, par exemple, et peut-être que je vais même traiter en fait un autre thème qui est le management interculturel. Mais les techniques de négociation, ça va être en fait, comment dirais-je, en fait, enfin, le thème qui va précéder. Et puis, et ça va être l'entrée pour le management interculturel. Parce que, par exemple, si vous traitez, par exemple, avec un Chinois, là, enfin, il y a des choses à prendre en compte. Le respect, comment se tenir à table, que ce soit au bureau ou à table, et même comment négocier. Insister, ne pas insister. Par exemple, si vous êtes dans un dîner d'affaires, il faudrait par exemple s'asseoir à droite ou à gauche. Si, par exemple vous êtes assis à droite, là c'est vous, vous n'êtes plus enfin, c'est vous qui allez payer parce que vous n'êtes plus considéré comme l'invité. Donc, il faut faire attention à ce genre de détails. Donc, et aussi, par exemple, pour moi, en tant que musulman, donc moi, par exemple, je ne peux pas m'asseoir dans une table là où il y a du vin ou du porc. Tout ça, ce sont des choses qui... vous voyez, en fait, tout ce qui est festif, tout ce qui est en fait nourriture, surtout au niveau en fait, des dîners d'affaires, ça compte parce que ça tisse des liens de confort et puis d'implication avec l'autre. Notre objectif, c'est pas de manger tout simplement, mais en fait, c'est de parler, de discuter en fait, et puis de fortifier en fait la relation, comme ça, pour qu'il y ait une relation durable. Et ça, dans les hommes d'affaires, en fait, le comprennent, le comprennent. Il y a des choses qui passent à travers la nourriture. On s'assoit avec l'autre et puis on commence à partager. Mais chacun a sa culture, il faudrait respecter la culture de l'autre tout en préservant sa culture, bien sûr. Et là, en fait, comme je l'ai dit, il y a des choses à prendre en compte. C'est-à-dire, en fait, comment est-ce que je préserve ma culture, mais en même temps, je n'enfonce pas les autres. Et je leur explique, bien sûr. Moi, ça m'est arrivé, en fait, enfin, ce genre de choses. D'ailleurs, en fait, il faudrait trouver comment, par exemple, s'en sortir sans blesser l'autre et puis le dénigrer ou quoi que ce soit. Et là, en fait, je vais traiter ça, mais prochainement, Inch'Allah. Bon, bref, je ferme, pardon, je ferme la parenthèse. Et comme j'ai dit, en fait, je vais méditer en fait, sur le thème enfin, des techniques de négociation et je vais en fait aussi mettre en valeur volet culturel enfin, au niveau de la négociation. C'est très, très, très important, croyez-moi, à ne pas négliger. Cela dit, bon, je termine avec les deux versets coraniques. ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Merci pour votre attention.
À la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.